Économie Le Mag, merci d'être au rendez-vous sur i24 News. Au sommaire, aujourd'hui, la révolte des tentes. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans et demi. Les Israéliens descendaient dans les rues, s'y installaient même pour exprimer leur rejet des inégalités. Et depuis, plusieurs initiatives basées sur l'économie solidaire ont vu le jour. Coup de projecteur dans un instant sur diverses formes de coopératives. Et puis une interview en seconde partie d'édition. Et si les causes et les remèdes aux crises économiques d'aujourd'hui se trouvaient dans des textes plurimillénaires? Richard Sidbon, économiste à la Banque d'Israël, nous présentera son livre « L'économie selon la Bible ». Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, un point sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et aux États-Unis d'abord, Barack Obama veut relancer les grands travaux publics. Le président américain a proposé hier un plan d'investissement fédéral de 300 milliards de dollars en faveur des infrastructures publiques, routes, ponts et chemins de fer. Un moyen pour lui de doper croissance et emploi, même si un obstacle pourrait se dresser devant lui, les républicains au Congrès. Si le Congrès ne boucle pas un budget pour les transports d'ici la fin de l'été, nous pourrions voir des projets de construction s'arrêter en plein élan, des machines au ralenti, des travailleurs au chômage technique. Aussi, la semaine prochaine, je vais soumettre au Congrès un budget qui finance la reconstruction de nos infrastructures de transport d'une manière plus responsable sur plus de 4 ans. Cela donnera aux villes, aux États et aux investisseurs privés la confiance dont ils ont besoin pour planifier de grands projets. Et le chef de la Maison-Blanche qui propose de financer ce nouveau plan en partie via une remise à plat du code des impôts pour les entreprises. Et de l'autre côté du Pacifique, en Russie, le rouble a une nouvelle fois plongé hier à 49,49 roubles pour 1 euro. C'est un nouveau record à la baisse. Et face au dollar aussi, la monnaie russe atteint son plus bas niveau en 5 ans. En cause, les craintes de plus en plus vives d'une faillite de l'Ukraine voisine. L'Ukraine dont la devise, la hryvnia, a encore perdu 5% hier face au dollar, 18% depuis le début de l'année. Les engagements des banques publiques russes en Ukraine sont évalués par Fitch à 28 milliards de dollars. L'Europe, plus à l'ouest cette fois, le Royaume-Uni continue de faire des jaloux au sein de l'Union européenne. La seconde évaluation du PIB britannique a été dévoilée ce matin, plus 0,7% sur le 4e trimestre, plus 2,7% pour l'année 2013. C'est la plus forte croissance annuelle en 7 ans pour le pays et elle contraste évidemment avec la récession constatée dans la zone euro, moins 0,4%. Investissement des entreprises, dépenses des ménages et surtout commerce extérieur auront été les moteurs de ce rebond assez spectaculaire. Et puis sachez aussi que la Royal Bank of Scotland a annoncé une perte nette pour 2013 de 10,9 milliards d'euros pour 2013. En France, on l'attend toujours désespérément. L'inversion de la courbe du chômage n'aura donc pas eu lieu en janvier. 8 900 demandeurs d'emploi supplémentaires enregistrés à Pôle emploi. Une progression de 0,3% sur un mois, plus 4,4% en un an. Au total, c'est un nouveau record à 3,31 millions de demandeurs d'emploi. Alors certes, cette tendance ralentit, elle serait même maîtrisée d'après le ministre français du Travail. Toute la politique gouvernementale, elle est axée sur un objectif simple et compréhensible pour tous. À la fin de l'année, il faudra qu'il y ait moins de chômeurs au début de cette année. Donc ça ne recule pas, c'est que ça ne va pas. Mais c'est un effort considérable que d'arriver à faire en sorte que de 30 000 chômeurs de plus par mois, on arrive à presque 0 chômeurs de plus, 8 000 chômeurs de plus par mois. C'est un effort considérable. Voilà, et puis ce sont les premiers fruits financiers pour Israël de la récente exploitation de gaz offshore en Méditerranée. 110 millions d'euros ont atterri en 2013 dans les caisses de l'État sous forme de royalties, un bond de 150% en un an. Après Yam Tethys, un autre gisement Tamar au large de Haïfa fournit du gaz depuis près d'1 an. Sa capacité est estimée à 240 milliards de mètres cubes. Les revenus devraient encore augmenter cette année de plus de 30%. Et on s'intéresse à un phénomène israélien, mais qui pourrait bien s'exporter dans un proche avenir. Depuis la révolte des tentes à l'été 2011, eh bien de nombreux projets coopératifs ont vu le jour. Supermarchés, espaces communautaires, banques aussi. Tous répondent à un idéal commun, solidarité et justice sociale. Alors est-ce plus qu'une simple réaction aux inégalités? Reportage de Daniel Roth avec Johanna Citruc. Été 2011, les rues et les parcs à Tel Aviv ou Jérusalem prennent des airs de camping. Par centaines de milliers, les Israéliens manifestent à leur manière contre la hausse du coût de la vie. Un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Une conséquence, selon eux, d'une dérive ultralibérale. La révolte des tentes a donc débuté. Certains veulent en profiter pour revisiter les relations économiques. Plus qu'une coopérative, OFEC se veut une alternative aux grands groupes bancaires.
OFEC est une conséquence directe du mouvement de protestation sociale de 2011. La commission Zaken a examiné le marché bancaire et est parvenue au constat que 95% du marché était contrôlé par 5 banques. Mais en regardant de plus près, ce sont seulement 2 grandes banques qui contrôlent le marché bancaire. Les banques ont réussi à verrouiller le marché dans ce qu'on pourrait presque appeler un cartel. Un système que désapprouve un nombre grandissant de citoyens. Plus d'égalité, de transparence, c'est la raison d'être d'OFEC. OFEC sera simplement une banque ordinaire. Et vous, en tant que titulaire d'un compte, vous obtiendrez les mêmes services, voire un meilleur service et de meilleurs taux que ce que proposent les banques commerciales. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas diviser les profits entre ceux qui possèdent la banque et les actionnaires. Le bénéfice ira à l'exploitation de la banque et à sa capitalisation. Ce système, déjà connu dans le monde entier, est totalement inédit en Israël. Les clients payent 3 000 shekels, un peu plus de 620 €, pour prendre part à cette banque coopérative. Ensuite, ils peuvent bénéficier de prêts à faible intérêt, mais aussi d'une totale transparence de la part des 120 employés. Nous avons plus de 1200 clients qui paient pour nos services. Parmi ces personnes, il y a 3 groupes différents. Les militants sociaux, ce sont des gens qui viennent de ce mouvement. Il y a les ex-banquiers et il y a aussi au milieu de tout ça les particuliers, comme moi. Coopérative, il n'y a pas que les banques qui peuvent l'être, les lieux aussi. C'est le cas de Bar Kayama. À l'origine, il s'agit d'un espace alternatif pour manger végétarien, discuter art ou développer sa communauté d'amis. Mais depuis 2011, Bar Kayama est devenu un lieu de relais du mouvement détente. Pas une seule personne ne possède cet endroit, mais un groupe de 400 membres. L'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent pour une personne, mais de créer une communauté aussi prospère que possible. Pas seulement financièrement, mais aussi spirituellement, culturellement. Nous avons commencé avec pratiquement aucune expérience. Les gens qui ont fondé cet espace étaient à l'origine des idéalistes, des rêveurs. Nous devons crier non seulement pour la justice sociale, le changement social, mais aussi pour prouver que c'est possible, que c'est durable. Les membres doivent débourser 1000 shekels, un peu plus de 200 € pour devenir en partie propriétaires. Ils peuvent profiter d'un droit de vote sur les diverses décisions et bien sûr de tarifs réduits. Et à quelques kilomètres de là, un nouveau supermarché appelé Chez Lanou, en français Le Nôtre, a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Un magasin lui aussi coopératif. Le modèle semble donc conquérir de plus en plus d'Israéliens chaque année. Voilà une tendance, clairement, ce retour au collectif, au solidaire. Alors ces crises d'aujourd'hui auraient-elles été anticipées il y a des siècles? Et si les solutions les plus modernes se trouvaient dans l'un des livres les plus anciens du monde? Richard Sidbon est avec nous pour nous parler de son dernier livre. Bonjour Richard Sidbon. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes économiste au ministère des Finances en Israël depuis 24 ans. Et vous avez publié donc l'an dernier ce livre, L'économie selon la Bible vers un modèle de développement, paru aux éditions Erol, préface de Josie Eisenberg. Alors d'abord, quand on parle de Bible, on parle du Tanakh, la Bible juive. On parle de la Bible juive, mais j'étais un peu au-delà. J'étais voir aussi chez les chrétiens ce qu'ils disaient, parce qu'effectivement, il y a un changement au niveau des chrétiens aussi. Ouais. Si dans notre Bible, on a aimé son prochain comme soi-même, on a chez les chrétiens une formule aujourd'hui qui est courante, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors on vient de le voir dans le reportage, on sent un besoin de plus d'équité, de plus de justice sociale, c'est justement ce dont parle votre livre. Ce qu'on a vu dans le reportage, ça vous fait dire qu'on revient à un monde, à un idéal moins individualiste, peut-être plus altruiste, c'est ça qui vous a poussé à écrire votre livre? C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les économistes se posent la question de savoir du manque de moralité qu'on trouve dans le capitalisme qu'on a depuis 20 ans. On a un changement dans le mode capitalisme. On est passé d'un mode qui était un peu tempéré à un capitalisme aujourd'hui qui est totalement tourné vers l'argent. Et donc, les gens aujourd'hui se posent la question, enfin les économistes en tout cas, se posent sur ce manque de moralité du capitalisme. Et la banque, elle encadre l'activité économique? La banque... Il y a des limites? La Bible, oui, elle va encadrer donc l'activité économique. Il va y avoir 2 messages dans la Bible. Le premier, c'est ce message d'éthique. Elle va essayer de définir comment une société, une économie sociale peut fonctionner avec un retour de l'homme dans l'économie. Et d'un autre côté, la Bible, en tout cas, on va trouver des solutions pour gérer la société de la meilleure façon possible. Alors, le modèle économique idéal, comment vous le voyez? Est-ce que c'est peut-être plus de régionalisation, que chaque région qui apporterait sa spécificité? La Bible, elle va être claire. D'abord, elle va nous donner des
comment vivre ensemble. Alors, un petit exemple, Abraham, quand il va à Beersheba, il va planter un arbre qui s'appelle l'échelle, c'est-à-dire que c'est un arbre dont les initiales sont nourriture, boisson et logement. Ouais, c'est-à-dire que déjà, Abraham nous dit il faut une base dans la société pour qu'on puisse vivre économiquement ensemble. On trouve beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible qui vont nous donner une certaine éthique qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans nos sociétés. Par exemple, Dieu va créer l'homme et la femme, il va le créer de deux façons. La première façon, dans un dos à dos, c'est-à-dire qu'ils vont être créés l'un avec le dos de l'autre, qui vont être collés. Ça veut dire que l'un va pousser l'autre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés modernes. C'est la meilleure condition. Et chacun reste lui-même. Voilà, chacun reste qu'il est, mais le plus fort va tirer vers l'autre. Finalement, Dieu va choisir une autre conception, le face-à-face. Le face-à-face, on voit l'autre, on le comprend. Et c'est ce que prône la Bible. Alors on est obligé de vous poser la question, la Bible, vous la trouvez plutôt de droite ou de gauche sur le plan économique? Alors la Bible ne se trouve ni du côté du socialisme, ni du côté du capitalisme. C'est un autre mode de vie. Moi j'appelle ça le solidarisme, c'est-à-dire que les gens entre eux doivent être solidaires entre eux. On le voit par la tzedaka, on le voit par aussi par la Shemitah par exemple, c'est-à-dire un arrêt économique tous les 7 ans. On voit par le Shabbat. Je veux dire, toutes les sociétés aujourd'hui ont pris en compte le Shabbat. On fait une pause dans l'activité économique. C'est une pause, c'est un arrêt, c'est une brisure. C'est-à-dire que pour se concentrer sur des domaines un peu moins matériels. Par exemple, quand on dit Dieu va se reposer, vaïnafash, c'est-à-dire il va se reposer, le terme vaïnafash est aussi un autre terme qui veut dire on va ajouter une âme. C'est-à-dire que dans l'activité économique, on va toujours vouloir avoir en tête d'ajouter une certaine âme. Alors concrètement, dans la pratique, est-ce que la Torah elle vous inspire dans votre travail au quotidien? Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre ces idéaux et la réalité actuelle avec ces contraintes? Alors effectivement, on pourrait dire que finalement ce travail-là c'est un travail un peu obsolète puisque la Bible c'est quelque chose de vieux et on ne pourrait pas trouver quelles sont les politiques économiques que pourrait nous donner la Bible. En fait, oui, elle nous donne des politiques économiques la Bible. Quand j'ai cité Abraham qui nous dit il faut que la société donne de la nourriture, de la boisson et du logement, je concrétise ça en termes modernes par un revenu minimum de survie. Si on prend un cas concret, par exemple la France, elle dépense 620 milliards, la France, en termes de redistribution de l'argent. C'est-à-dire le chômage, les allocations familiales, la sécurité sociale, etc. Donc, moi, ce que je prône avec la Bible, c'est de dire on va donner un revenu minimum de survie à, par exemple, tous les Français à partir de 20 ans, de 600 € par mois. Donc, et quand on regarde à un niveau plus profond, la réparation de l'économie, c'est un peu celle finalement de l'homme et de ses défauts, moins d'égoïsme. C'est beaucoup moins d'égoïsme aujourd'hui, c'est tout à fait la tendance qu'il faut aujourd'hui, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que François Hollande nous a donné un message extraordinaire il y a quelques mois. On est passé d'un socialisme où il avait une certaine politique, et il est passé à une autre politique de social-démocrate. En fait, ce qu'il nous dit, François Hollande, c'est tout simplement, il n'y a pas d'autre politique aujourd'hui que la politique de restriction budgétaire, que la politique de diminution de l'État. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au niveau de la solidarité, c'est une volonté des personnes de changer les choses. Donc un mouvement qui va en s'amplifiant, on a l'impression. Merci en tout cas Richard Sidbon d'avoir accepté notre invitation. On va penser maintenant au Media Watch. La revue de presse. Alors hier, on parlait de l'automatisation grandissante des transactions financières. On s'intéresse aujourd'hui à une nouvelle application web capable de prévoir cette fois l'évolution des grands indices boursiers américains. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Vous nous présentez Sésame. Oui, Sésame, c'est donc une application web qui a été mise au point par 4 étudiants français. Elle analyse en fait les messages sur Twitter pour prévoir l'évolution des indices boursiers américains, c'est-à-dire le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Alors vous me direz pourquoi analyser des messages de 140 caractères et ne pas s'en remettre à une bonne vieille formule mathématique? Eh bien justement, les formules mathématiques pour prévoir les indices, c'est souvent dépassé. C'est en tout cas l'argument des 4 jeunes entrepreneurs. Et leur objectif à terme, c'est de pouvoir commercialiser leurs résultats à des traders ou encore à des fonds d'investissement. Mais pour ça, ils attendent d'être un petit peu plus fiables. Alors on continue avec Netflix, de la vidéo à la demande qui va bientôt envahir, en tout cas qui veut envahir le marché européen avec des livraisons de DVD avec des drones. Oui, dans une publicité, c'est ça, Netflix
Netflix vende son nouveau service, donc Drone to Home, qui permet, grâce à des drones, de livrer des DVD en quelques minutes et n'importe où, même aux toilettes, comme le montre la vidéo qui est à l'écran. Donc vous l'aurez compris, il s'agit en fait d'une parodie d'Amazon, puisque en décembre dernier, le géant du e-commerce avait fait le buzz en faisant croire qu'il allait utiliser des drones pour livrer ses clients. Et cette parodie finalement montre bien la concurrence entre Amazon et Netflix, tous les deux sur le créneau de la vidéo à la demande. Merci Johanna et à très bientôt pour une nouvelle revue presse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient dès lundi sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.